Eh bien, rebonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par le Labo d'évaluation de mesures d'impact de l'ESSEC et le KIF. Présentation Donc moi je suis Léna Gettner, je suis la déléguée générale du KIF et je vous propose peut-être de mettre dans le chat qui vous êtes et de quelle structure vous êtes, peut-être aussi de quel territoire vous êtes si ça vous intéresse. En tout cas, histoire de savoir un peu qui est autour de la table, comme ça on pourra faciliter les échanges. Quelques mots juste d'organisation pour l'heure et demie qu'on va passer ensemble. D'abord, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure des échanges. On pourra prendre un temps de questions-réponses à mi-chemin. Vous redire aussi que cette réunion est enregistrée pour qu'on puisse en faire un replay. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse sur ce replay, vous pouvez couper vos caméras. Et puis, évidemment, toutes les ressources vous seront partagées ensuite par mail à la fin de ce webinaire. Donc, juste vous dire quelques mots sur le KIF. Le KIF, c'est une alliance de 10 accompagnateurs d'innovation sociale. Donc, vous pouvez le voir sur la carte. Donc, vous pouvez voir l'adresse, évident, le labo des partenariats, Rhône-Alpia, Intermed, Première Brique. Atis, les Écosolis, Make Sense et Entropia et Sec, qui se sont réunis depuis quelques années pour faire ensemble ce qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Et donc concrètement, c'est identifier les signaux faibles et les besoins des entreprises de l'ESS un peu partout en France et d'inventer et d'expérimenter des nouveaux programmes d'accompagnement, des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire pour soutenir la robustesse des entreprises sociales et des territoires. Pour vous donner quelques exemples, on travaille depuis 3 ans maintenant sur une filière audacieuse qui s'appelle Épilogue, où on accompagne des entreprises de l'ESS et des innovations sociales sur le champ de la mort pour changer de regard sur la mort. On a monté aussi un beau programme d'accompagnement sur accompagner les entreprises sociales dans leur essaimage dans les territoires ruraux. Et puis, on est en train de se préparer à proposer une réponse à la baisse des financements publics et aux tensions que ça crée chez les modèles économiques des entreprises de l'ESS, à des nouveaux outils, des nouveaux accompagnements dédiés pour ce contexte de crise. Et puis on a un troisième métier qui est un métier de faire système. On sait qu'on est une alliance réduite, on est 10 accompagnateurs aujourd'hui. Mais on a une ambition de faire système, à la fois de travailler les systèmes territoriaux pour les rendre plus fertiles à l'innovation sociale, et puis d'apporter notre pierre à l'édifice de l'écosystème national d'accompagnement des entreprises de l'ESS. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a co-créé avec le labo Critérium. Et donc pour vous en dire quelques mots sur le labo d'évaluation d'impact social de l'ESSEC, c'est Valentine qui va le présenter. Temps de retrouver le micro. Bonjour à tous, Valentine Claire, je travaille au sein donc, du laboratoire évaluation et mesures d'impact social et environnemental de l'ESSEC. Je laisserai Jérôme qui chapeaute le CIS, le Centre Innovation Sociale et Écologique dont le labo fait partie. Donc je laisserai Jérôme présenter le CIS plus amplement. Le labo en tant que tel est donc une structure qui produit de la recherche-action. Donc l'objectif du labo, c'est de pouvoir alimenter la méthodologie de la mesure d'impact social et évaluer les différents grands enjeux qui font que l'évaluation d'impact social change et peut être utile et comment est-ce qu'elle peut être utile dans les projets des organisations. Et on utilise pour faire cette recherche-action, du coup, des projets sur lesquels, du coup, on va aller travailler pour pouvoir produire cette matière de recherche. On travaille à la fois avec des organisations publiques, des organisations privées et aussi des associations. Et on produit à la fois des articles de recherche sur des évaluations d'impact. Et on va aussi produire des référentiels. C'est le cas de ce projet-là, du projet Critérium, qu'on a co-construit du coup avec 6 acteurs de terrain, 6 incubateurs et accélérateurs sur différents territoires de métropole. Projet qui a duré 2 ans et dont je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je ne vais pas pour l'instant en dire plus. Merci Valentine, super. Juste pour vous redire comment va se dérouler ce webinaire ce matin, donc on va d'abord avoir un temps d'échange, une prise de hauteur
sur les questions d'évaluation d'impact des accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire. Évidemment que cette question de l'évaluation d'impact est clé pour nos organisations, mais elle nous pose aussi des questions. Et donc, on va en parler tout de suite avec trois intervenants. Valentine pourra présenter ensuite Critérium en détail, l'outil qui est open source. On aura un temps de questions-réponses et puis il y a un bonus de 10h30 à 11h pour ceux qui le souhaitent, avec une vraie démo de l'outil pour une prise en main facilitée, pour que vraiment vous puissiez concrètement commencer à mettre la main à la pâte et construire votre propre grille d'évaluation d'impact si ça vous intéresse. Donc tout de suite, on va prendre un temps de prise de hauteur, on peut arrêter les slides. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants, mais qui vont surtout se présenter eux-mêmes. Euh, donc Louise de Rochechouart de l'Avise, Cédric Hamon, directeur d'Intermède et cofondateur du KIF, et Jérôme Schatzmann, directeur du Centre d'innovation sociale et écologique de l'ESSEC. Mais Louise, je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît. Oui, bien sûr, merci Léna et bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques têtes connues, ça fait plaisir de les revoir. Donc, je suis Louise de Rochechouart, je suis directrice des programmes à l'Avise. Et pour présenter l'Avise de façon assez rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est une association d'intérêt général qui a été créée il y a plus de 20 ans, en 2002, pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France et en Europe. On est Centre national de compétences sur l'innovation sociale pour la France. Et on a quatre grands métiers principaux. On a le premier qui est en fait toute une fonction d'outillage pour tous les porteurs de projets, accompagnateurs, décideurs publics et privés sur l'ESS et l'innovation sociale. Concrètement, on porte en fait le centre de ressources national sur l'ESS Innovation Sociale avec plein d'outils en accès libre sur notre site. Je laisse ceux qui sont intéressés y aller. On vient de sortir il y a 2 semaines un guide sur le financement de l'ESS notamment. On a un deuxième métier qui suit en fait d'animer au niveau national les réseaux d'accompagnateurs de l'ESS et de l'innovation sociale. Donc c'est 600 accompagnateurs qu'on anime au niveau national et dedans il y a un réseau sur les générateurs de projets d'innovation sociale, les incubateurs de l'ESS et de l'innovation sociale dont font partie notamment les membres du KIF. Donc ça c'est 130 acteurs qui sont présents partout en France. On est opérateur au niveau national du dispositif local d'accompagnement de l'ESS, DLA, pour ceux qui connaissent. Et on anime également un réseau autour des accompagnateurs au changement d'échelle et également autour des praticiens d'évaluation d'impact. Donc on essaie un peu d'avoir toute la chaîne de l'accompagnement dans ces différents réseaux. On a un troisième métier qui suit nous-mêmes de porter des programmes d'accompagnement à un niveau national, notamment sur les sujets de changement d'échelle. Et on est du coup financeur aussi de projets nationaux de l'ESS en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen. Et c'est à ce titre du coup qu'on a eu le plaisir de cofinancer le projet Critérium pour permettre son développement et sa présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Jérôme, tu veux te présenter et présenter le Centre d'innovation sociale? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Chasseman, donc comme le disait Valentine, moi je dirige un centre donc à l'ESSEC Business School qui s'appelle Centre Innovation Sociale et Écologique. À l'ESSEC, on est une école de commerce, mais on s'intéresse depuis 23 ans aux questions d'économie sociale et solidaire, d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. On avait créé une chaire en 2002 sur le sujet. On a formé depuis 550 étudiants qui travaillent peut-être dans vos organisations. On s'intéresse aux questions de performance puisqu'on est une école de gestion et donc on s'intéresse aux questions de mesure d'impact depuis une quinzaine d'années maintenant. Le centre, il regroupe différentes initiatives qu'on a pu avoir parce qu'on est, des fois, on a des envies comme ça de créer des choses. Donc, on a créé Entropia ESSEC en 2008, qui est membre fondateur du KIF, accélérateur d'entreprise sociale ouvert à tout le monde. Le labo, effectivement, d'évaluation d'impact, dont parlait Valentine. Et on a plus récemment créé aussi une activité de conseil qui s'appelle ESSEC Impact Unlimited, qui accompagne des organisations sur le sujet. On a toujours la vocation de voilà, créer des outils, capitaliser. Donc, on est très heureux de cette démarche Critérium. Merci au FSE et à la VIS de l'avoir rendu possible, parce qu'on croit beaucoup d'abord à une démarche collective et deuxièmement à créer des outils qui peuvent servir à tout le monde ensuite. Super, et Cédric? C'est bon. Bonjour à tous et toutes. Donc Cédric Hamon, moi je suis directeur général d'Intermed. Intermed, c'est une structure qui existe depuis maintenant 25 ans. On est une structure d'accompagnement de projets d'économie sociale et solidaire et d'innovation sociale. On a trois métiers. Un premier métier qui est donc l'incubation de projets. On accompagne des projets d'économie sociale et solidaire dans leur phase de naissance, de création, de développement, depuis toujours. C'est notre métier fondateur.
On a différents programmes qui s'adressent aux différents stades de vie des projets et quelques programmes spécialisés sur les filières alimentation durable, sur la filière ou les métiers liés au bien vieillir. Et on est sinon généraliste de l'ESS sur ces parcours d'accompagnement. On a un second métier qui est d'être générateur de projets. On est labellisé Fabrique à Initiative par la VISE. Ce métier-là, il s'adresse plus directement au territoire qu'aux entrepreneurs. On vient faire émerger des projets, des initiatives en réponse à des besoins identifiés sur les territoires. Ça débouche très souvent sur l'accompagnement, la création d'alliances d'opérateurs, l'extension d'activités pour des opérateurs déjà existants. Et on va voilà, créer, accompagner, booster des dynamiques territoriales à ce titre. Aujourd'hui, c'est 30% de notre activité. On est présent pardon, sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je ne l'ai pas dit. Et on a un troisième métier qui est d'être un organisme de formation dédié aux professionnels de l'accompagnement des projets d'économie sociale et solidaire. Je l'ai fait sans respirer, celle-là. Et donc, depuis maintenant 7 ou 8 ans, on propose des formations pour nos homologues, dont une bonne partie d'entre vous, d'après les noms que je vois défiler. Et on cherche à partager nos savoir-faire et les savoir-faire de nos homologues en France. On a découvert plein de super initiatives à travers cette activité et on est très content de voir qu'il y a un tissu très dense d'opérateurs sur l'accompagnement de projets, ce qui nous permet d'avoir une multitude de projets de plus en plus solides sur l'ensemble des territoires. Super, Je te merci reprends la beaucoup. parole, Léna. Merci beaucoup à tous les trois. Déjà, une première question pour toi, Louise. Quels sont les enjeux que tu vois, toi, de l'évaluation d'impact des accompagnateurs de l'innovation sociale, notamment avec votre rôle méta que vous avez à la VISE? Est-ce que c'est des questions que se posent aujourd'hui les incubateurs, les accompagnateurs? Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui qu'on arrive à évaluer et à visibiliser nos impacts? Oui, bah, vous me compléterez, hein, puisque chacun, vous êtes vous-même aussi incubateur, donc vous avez aussi la vision terrain. Bah, du coup, je pense que cette réponse, elle est importante de la contextualiser encore plus aujourd'hui, hein, avec les contextes économiques dans lesquels on est. Et donc, au-delà des enjeux de l'évaluation, c'est aussi les enjeux pour les accompagnateurs de l'innovation sociale et de l'ESS de façon générale. Et, alors, notamment, en effet, les incubateurs, mais pas que. Je pense que tous ceux qui font ce métier, en tout cas, voient bien aujourd'hui, alors à la fois l'enjeu et les tensions qu'il y a autour de comment est-ce que on s'assure que ces accompagnateurs de l'ESS et de l'innovation sociale, ils soient soutenus financièrement et notamment par les pouvoirs publics. Nous, à la vie, ce qu'on porte, et je sais que c'est partagé avec les accompagnateurs, hein, c'est ces accompagnateurs de l'ESS et l'innovation sociale, c'est en fait un acteur incontournable du développement de l'ESS et l'innovation sociale en France et sur les territoires. C'est vraiment eux qui permettent que les projets qui émergent soient robustes et soient du coup pérennes dans le temps et du coup voilà, bah, contribuent à enfin, permettre, on va dire, de transformer notre société. Et ce qui est difficile aujourd'hui pour ces accompagnateurs, un peu comme toute structure intermédiaire, même si c'est pas très flatteur comme expression, je pense que c'est comment est-ce qu'on arrive du coup à convaincre qu'il faut soutenir ces acteurs. Et du coup, on a besoin d'avoir plus d'arguments, notamment en ce moment, pour convaincre du coup de ce qu'ils apportent au territoire et notamment au projet. Et donc ça, c'est un enjeu et un besoin nous, qui remonte hein, depuis plusieurs années au sein du réseau, notamment des incubateurs. On avait créé avec eux, il y a quasiment 4-5 ans maintenant, un livre blanc sur le rôle des incubateurs de l'ESS Innovation Sociale sur le territoire, à quoi ils contribuent. Et aussi, au-delà de, entre guillemets, juste accompagner des projets, les rendre plus robustes, même si c'est une grosse partie de votre activité, comment aussi est-ce qu'ils contribuent plus globalement au développement des territoires en tant qu'acteurs tiers de confiance, en faisant travailler des gens qui travaillent peut-être pas forcément toujours ensemble, etc., etc. Donc il y a ce gros enjeu, nous qui remonte hein, de façon de plus en plus forte aussi hein, depuis 2 ans là, de comment est-ce qu'en fait on arrive à vraiment montrer en fait la valeur de ce travail qui est hyper important et pour le coup et qui demande des moyens, qui a besoin d'être soutenu. Et donc voilà, on a besoin d'avoir des... Enfin voilà, on se rend compte que c'est toujours un peu parfois le parent pauvre, entre guillemets, de ce qui est soutenu ou de ce qui est montré. Et donc voilà pourquoi on voulait... Enfin voilà, on était ravis de pouvoir soutenir ce projet. Donc ça, je vois, c'est vraiment pour moi l'enjeu un peu peut-être critique en ce moment, et on le voit aujourd'hui en ce moment avec les territoires. Et puis après, bien sûr, il y a les autres aspects de l'évaluation qui sont tout aussi importants. Et l'évaluation permet aussi toujours de... bah voilà,
questionner un peu ses pratiques, mieux comprendre ce qu'on fait, peut-être mieux arbitrer parfois aussi en fonction des moyens qu'on a, où est-ce qu'on met la priorité en fonction de la valeur ajoutée que ça génère. Donc il y a évidemment tous ces aspects-là qui sont aussi hyper importants, même si j'imagine que dans un premier temps, ce sera peut-être plutôt utilisé pour convaincre et mobiliser des partenaires. Super, merci beaucoup Jérôme. Est-ce que c'était l'ambition que vous aviez au démarrage quand vous avez décidé de créer Critérium? Est-ce que c'est quoi la suite que vous voyez aussi pour cet outil d'évaluation d'impact et globalement pour la culture de l'évaluation d'impact dans nos métiers d'accompagnateurs qui parfois sont les cordonniers les plus mal chaussés? Bah oui, c'est ça, l'ambition, c'était chausser les cordonniers. Je suis d'accord, enfin, je rejoins ce que dit Louise, hein, bien sûr, je crois que la première ambition, c'est de pousser à l'introspection, pousser à se poser des questions, comme pour toute entreprise sociale, finalement, les accompagnateurs sont des entreprises sociales, donc, dans l'idée qu'on progresse, collectivement. Euh, on est bien d'accord que tout se mesure pas, que certaines choses ne peuvent pas se mesurer, mais il y en a certaines qui peuvent se mesurer quand même, on croit, et qui peuvent être améliorées. Donc, le deuxième ambition, c'est l'amélioration, c'est que tous les accompagnateurs, en tout cas, enfin, outiller les accompagnateurs pour qu'ils puissent améliorer leur impact, augmenter leur impact. Et puis, je rejoins Louise, oui, il y a un jeu de valorisation quand même. On a toujours encore besoin de montrer que c'est un métier, que c'est un métier qui est exigeant, qui s'interroge sur son impact, qui veut s'améliorer, qui est capable de démarches collectives aussi. Donc voilà, introspection, amélioration, valorisation. Sur la suite, justement, amélioration, c'est-à-dire que l'idée de l'outil, c'est qu'il soit utilisé, qu'on ait des retours d'expérience, qu'on puisse continuer à l'améliorer, puisque là, on a travaillé avec cinq accompagnateur pour mettre en place cet outil. Si d'autres l'utilisent, bah, ça fera d'autant plus de retours d'expérience. On va pouvoir continuer à s'améliorer, continuer à bonifier l'outil. Et comme suite, moi, je me poserai aussi la question de, bah, c'est un projet financé par de l'argent européen à la base. Est-ce qu'on peut aussi élargir son utilisation à des acteurs européens et dépasser un petit peu les frontières sur ces questions-là? Waouh, super. Cédric, est-ce que donc vous, Intermed, vous avez co-construit ce référentiel? Vous y avez participé et je crois que vous l'avez même testé chez Intermed. Moi, j'ai une première petite question de comment est-ce que vous faisiez avant pour évaluer votre impact? Est-ce il te semble qu'il y a des axes aujourd'hui qui sont plus ou moins faciles à mesurer d'un point de vue d'un acteur vraiment de terrain sur votre évaluation d'impact et sur votre impact aujourd'hui? Ouais. Bah alors, ce qu'on faisait avant, on va dire, on on a trois niveaux et ça a toujours été un grand questionnement. On a un premier niveau de mesure qui est, on est comme tout le monde, on a des partenaires, on a besoin de valoriser, comme le disait Louise, notre action. Et donc, du coup, on a toujours eu un enjeu à mesurer les impacts directs, on va dire, de l'activité d'incubation, qui sont combien de projets créés, quelle pérennité de ces projets et quelle trajectoire pour les personnes qui les portent en termes d'emploi, etc. C'est un peu la base et c'est un peu le reporting qu'on nous demande. Pour nous, c'était pas hyper satisfaisant. On avait commencé déjà à travailler en interne des questionnements en réussissant à séparer, on va dire, notre impact en deux grandes catégories, qui est l'impact sur les projets qu'on accompagne. Est-ce qu'on les aide à améliorer ou faire évoluer leur offre, leur réseau de partenaires, la dimension du projet, etc. Et ensuite, l'impact sur les personnes qui portent les projets. Est-ce qu'on contribue à les mettre en capacité de porter ces projets, à le vivre bien, puisque porter un projet, c'est pas forcément quelque chose de très facile tous les jours. Et donc, du coup, ça fait partie de notre rôle aussi d'aider les gens à être confortables dans leur choix. Euh, mais ce que nous a apporté ce travail, c'est de pouvoir plus facilement ajouter une dimension qui nous meut depuis la naissance de notre organisation, et je crois que c'est valable pour nos homologues, c'est que nos organisations, elles n'accompagnent pas n'importe quel projet. On sélectionne des projets, on choisit des projets d'économie sociale et solidaire avec une intention. Cette intention, c'est de modifier le tissu économique des territoires sur lesquels on vit, parce qu'on pense il y a des transformations utiles et nécessaires dans ce tissu économique. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile à mesurer quel est notre impact, nous, en tant qu'accompagnateurs, sur la réalité du territoire et
et de la façon dont la population vit sur ce territoire, qui est bien à l'intention, à l'origine même de la volonté, de la raison d'être de nos organisations. Et du coup, ce que nous a vraiment aidé à faire la réflexion qu'on a conduite sur Criterium, c'est d'imaginer des choses plus linéaires entre le geste et son effet. Puisqu'en gros, on a un impact, nous, en tant qu'incubateur, qui est intermédiaire. C'est les projets qui produisent l'impact sur le territoire. Et notre intention de transformation, elle est réalisée par ces projets et les personnes qui les portent. Donc, ce que nous a vraiment amené le travail, c'est la notion d'appropriation. Ça paraît un peu une porte ouverte quand on est, comment dire, familier de la mesure d'impact, mais en réalité, c'est un peu la clé de voûte du questionnement, c'est quelle est la part d'impact des entrepreneurs et des projets qu'ils portent, qu'ils ou elles portent, que l'on peut, en tant qu'incubateur, s'approprier. Donc c'est vraiment là qu'on a posé le questionnement et que ça nous aide encore, parce que la réflexion est pas aboutie, à mieux réfléchir nos programmes, nos parcours, nos actions, la façon dont on les valorise, etc. Hyper intéressant cette question d'attribution. Euh, et sûrement qu'il n'y a pas de réponse unique. Enfin, Valentine, c'est toi qui pourras nous en dire plus. Peut-être moi j'ai une question pour tous les trois, qui est un peu une question poil à gratter, mais on s'en rend bien compte, on a tous besoin d'évaluer l'impact de nos actions, d'accompagnement, d'incubation. Évidemment pour être au plus proche de notre utilité et être le plus utile possible pour toutes nos parties prenantes, mais aussi pour valoriser ce que tu disais, Louise, d'autant plus dans ce contexte pas évident pour nous tous. Et il y a évidemment un écueil à cette évaluation d'impact et à ce référentiel qui a un peu guidé nos réflexions à chaque étape. C'est le risque de la normalisation, c'est le risque de la comparaison entre nous, alors que ce qui fait la richesse de ce réseau d'accompagnement, c'est bien évidemment à chacun nos différences, nos manières de faire qui sont bien spécifiques. Et donc, qu'on pourrait entraîner avec ce référentiel un risque de comparaison, voire de concurrence dans notre écosystème. J'imagine que c'est une question qui se pose à chaque fois qu'on fait un référentiel d'évaluation d'impact. Et du coup, je suis très preneuse de vos retours à tous les trois sur ce point-là, sur comment on trouve cet équilibre délicat entre évaluer son impact avec potentiellement des indicateurs communs, sans se retrouver à faire une course à l'échalote sur des indicateurs quantitatifs qui ne sont pas forcément ceux qu'on a envie de mettre en avant tout de suite. Celui qui a envie de se jeter sur cette question. Je veux bien commencer si tu veux, mais je vais faire le poil à gratter du poil à gratter. Euh, Comme ça lancera peut-être les débats. Non, mais alors pour le coup, enfin, là où tu as raison, Léna, c'est évidemment l'objectif d'un référentiel partagé avec des indicateurs communs entre plusieurs acteurs, c'est de faciliter quand même enfin, la vie, entre guillemets, en tout cas l'évaluation et avoir des repères communs et un vocabulaire commun pour qu'on parte un peu, enfin, qu'on ait une même base et qu'on parle de la même chose. Et c'est vrai qu'il y a un risque évident avec un équilibre à trouver à comment est-ce que du coup on s'enferme pas dans ces indicateurs qui sont définis, qui sont tous les mêmes et comment est-ce qu'on arrive quand même à l'adapter à ce que chacun fait. Et parfois, les indicateurs qui n'ont pas de sens sur un territoire, sur des pratiques. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir cette vision-là? Je pense que c'est une question de pédagogie aussi, d'expliquer à des acteurs externes que oui, c'est pas parce qu'il y a une liste qu'en fait, tout s'applique aussi bien à moi que l'autre. Et moi, je voulais faire juste le poil à gratter du poil à gratter parce qu'après, il y a évidemment un risque que ça soit pardon, trop normalisé, trop comparé et qu'on reste sur une base qui devrait être un petit peu hors sol, un petit peu déconnectée de la réalité. Après, ce qui est intéressant aussi dans ces travaux-là, c'est dans une certaine mesure, en tout cas, d'apporter peut-être pas un niveau de normalisation, c'est un peu fort, mais un niveau en tout cas de socle commun, de vocabulaire commun, parce que ça peut permettre du coup aussi de se dire, bah voilà, via cette base d'indicateurs, ce référentiel, ça montre du coup potentiellement un peu l'étendue des pratiques. Donc ça peut aussi dire du coup finalement, c'est quoi un peu le socle commun ou le socle auquel on devrait tendre ensemble. Donc ça permet aussi quand même d'avoir des choses qui soient peut-être pas normalisées, mais qui soient vraiment partagées. Ça permet aussi, nous on le voit bien à niveau national, de mieux faire comprendre aussi globalement, même si les pratiques sont différentes, même si elles s'adaptent d'un territoire à un autre, quel est le socle commun. Et quand on a un interlocuteur unique, ça les rassure aussi un petit peu parfois, hein. C'est pas que des bons arguments, mais en fait c'est la réalité. Et pareil sur la comparaison. Évidemment, l'idée, c'est pas qu'on compare des choses qui sont pas comparables et c'est pas comparable forcément d'un territoire à un autre, mais on sait qu'on va dans des contextes où malgré tout, avec des diminutions de moyens publics, il va y avoir des comparaisons quand même aussi. Et du coup, c'est parfois malsain la comparaison, surtout si c'est
On pourrait dire c'est la comparaison entre les membres du réseau, par exemple. Donc, moi, je sais mieux faire ça, l'autre sait mieux faire ça. Comment est-ce que du coup, on en parle pour s'entraîner et s'améliorer ensemble? Donc voilà, c'est pas forcément des mots toujours mauvais. Après, je te rejoins évidemment, Léna. L'objectif, c'est évidemment le risque. Et là où il faut qu'on soit vigilant. Et là, il y a un équilibre délicat à trouver. Mais j'ai pas le ratio, pour le coup, j'ai pas la réponse à ta question. C'est comment est-ce qu'en revanche, on fait vachement de pédagogie auprès, notamment des décideurs, des financeurs ou même des acteurs avec qui on travaille pour expliquer que oui, tout n'est pas non plus transposable, que c'est pas la liste à l'après-vert qu'il faut vraiment à tout prix appliquer et qu'il y a toujours des choses qui sont faites un petit peu différemment et que c'est normal. Voilà, moi c'était mon poil à gratter du poil à gratter pour répondre à côté de ta question. Bien, merci beaucoup, Louise. Est-ce qu'il y a le poil à gratter, du poil à gratter, du poil à gratter Bah, moi, je veux Cédric. bien renchérir parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Louis, c'est-à-dire que on a besoin de se comparer, en fait. Alors la question après, c'est qui compare qui? Est-ce qu'on se fait comparer par des interlocuteurs externes qui ont pouvoir sur nos organisations ou pas? Mais en tout cas, entre nous, on voit bien qu'aujourd'hui, le dialogue est utile et important pour se dire comment toi tu fais ça, comment toi tu fais ça, comment tu as réussi à atteindre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin, le danger de standardisation, on est très loin. Nous, on voit du coup à travers l'OF beaucoup de structures à travers le territoire. Il y a quand même énormément de structures différentes qui coexistent et elles sont différentes pour de très bonnes raisons, c'est-à-dire des historiques, des terreaux d'émergence, des réalités territoriales. On n'accompagne pas de la même façon selon la densité de population, selon la réalité des territoires dans lesquels on est. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a plus, effectivement, comme le disait Louise, un enjeu à construire un discours commun, ou en tout cas un- des éléments de langage communs. Est-ce qu'on les utilise pour s'exprimer vers l'extérieur ou est-ce qu'on les utilise pour s'entraider? Ces éléments de dialogue commun, c'est deux utilisations différentes, mais en tout cas, le fait d'avoir des référentiels nous permet parfois d'objectiver des choses parce que en se comparant, on peut toujours être amené à dire, ah oui, mais eux, ils ont tel type de résultat ou ils utilisent tel type de méthode, mais c'est pas pareil parce qu'ils sont pas nés dans le même écosystème, parce qu'ils n'ont pas la même réalité. En fait, on a tendance à peut-être même avoir des difficultés à, à échanger parce que toutes les situations des acteurs de l'accompagnement sont différentes. Et donc, du coup, on a un enjeu à construire un langage commun et ce référentiel, il peut nous y aider à partager des repères, quoi. Donc, je suis vraiment plutôt favorable à ça. Après, effectivement, quelle utilisation peut être faite par l'extérieur de notre écosystème en disant on veut des chiffres, des résultats standardisés. C'est un discours à construire. Mais avant de... Enfin, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on standardise les résultats recherchés ou est-ce qu'on construit un dialogue, des repères communs sur les méthodes et les outils? Parce que je pense que l'intention, par contre, elle est universelle. C'est-à-dire que tout notre écosystème vise à transformer positivement la réalité économique du territoire sur lequel il intervient. L'intention est universelle. Jérôme, tu veux Ouais, réagir? non, mais je vais gratter un peu dans le même sens, mais comme je disais tout à l'heure sur la mesure, c'est que je pense qu'il faut être tranquille sur le fait qu'on peut pas tout mesurer et que le but c'est pas de tout mesurer. De la même manière, ben, on peut pas tout normaliser, on peut pas tout standardiser. Peut-être qu'on peut standardiser certaines choses, normaliser certaines choses pour avoir des socles communs, comme disait Louis ou comme évoquait Cédric. C'est marrant parce que enfin, quand on parle transfert, quand on dit transfert de savoir-faire, on est plutôt sur un truc positif. Et puis je fais référence à un ancien programme qui était financé par la VIS aussi, transfert de savoir-faire. On dit c'est super. Mais finalement, un transfert de savoir-faire, c'est aussi une normalisation. Finalement, je pourrais dire, je prends un savoir-faire, je le mets ailleurs. Donc, la mesure d'impact, c'est pas négatif en ce sens-là. Et quand on voit enfin, comment sont bâtis ces référentiels, comment est bâti Critérium, c'est un outil vivant aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une boîte à outils, il y a un certain nombre de choses dedans, on va l'utiliser, il va y avoir deux
d'autres choses qui vont venir se rajouter. Et là-dedans, chacun va faire son tri, chacun va faire son choix. Donc, il y a une banque d'indicateurs, ben, moi, j'en prends certains, il n'y en a aucun qui sont obligatoires. Donc, c'est plus pour m'inspirer. Et puis, moi, si j'en ai un autre qui peut être utile aux autres, ben, je vais le mettre au pot commun aussi. Et puis, il y a des exemples. Donc, il y a tiens, lui, il l'a fait comme ça, comme disait Cédric. On n'arrête pas de se comparer, en vrai. Et on apprend les uns des autres en permanence. C'est aussi ça l'idée. Donc, après, oui, il peut y avoir des effets pervers, il faudra savoir lutter contre et dire, bah non, moi, je suis plus inquiet par quelqu'un qui veut pas du tout mesurer son impact et veut pas regarder en tout cas comment ça marche ce qu'il fait, que quelqu'un qui dit ah ben je me plante là, je me rends compte que ce que je voulais faire ne fonctionne pas, comment je fais pour m'améliorer. Je trouve que c'est pas le même sujet. Et si on prend des exemples, moi je suis enfin alors j'ai participé à la création du KIF aussi, et il y a 10 incubateurs au sein de cette alliance. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres sur certains aspects et c'est super. On voit dans les indicateurs aujourd'hui de Critérium, il va y avoir est-ce que l'accompagnateur a été là dans les moments difficiles? Ben, je suis sûr qu'au sein de notre alliance, par exemple, il y en a qui sont plus forts sur ça, qui vont avoir des meilleurs résultats sur soutenir dans les moments difficiles que d'autres. Et ben les autres, ils vont apprendre de ça. Donc moi, ça me dérange pas. Je vois le risque, mais je crois qu'on a plutôt tout ça à gagner. Effectivement, je reviens sur la lisibilité. Avoir quelques indicateurs en commun, quelques manières de présenter les choses en commun, va énormément améliorer la compréhension qu'ont des financeurs, des partenaires de ce qu'on fait. Super, merci beaucoup. Je retiens que, il y a un enjeu du coup à construire, à consolider cette communauté d'action, d'évaluation d'impact de nos pratiques à nous, accompagnateurs, à la fois pour partager sur comment on le met en place, mais aussi comment on le valorise et comment on garde la main pour que ça reste bien un outil de pilotage interne ou de valorisation collective, mais que, il ne soit, enfin, que personne d'extérieur, entre guillemets, surtout un financeur, s'en empare et nous oblige à utiliser certains indicateurs et qu'on se retrouve normalisé par des acteurs tiers alors qu'en fait, ça doit rester vraiment un outil à notre main respective, nous, organisation. Est-ce que Jérôme, Louise, Cédric, vous voulez partager une dernière idée sur ce sujet ou est-ce que on lève le voile et on laisse Valentine nous présenter cet outil? Juste une réaction sur ce que tu viens de dire. Quitte à se faire imposer des indicateurs. Enfin, des financeurs se jettent pas aujourd'hui des fois pour imposer des indicateurs. Donc, autant choisir nous nos indicateurs qui vont être en commun plutôt que se dire de toute façon on va se les laisser imposer par d'autres. Je veux dire, c'est autant prendre la main. On Autant peut les proposer. Ouais. aussi dire qu'on a quand même quelques financeurs bien intentionnés aussi et qui sont bienveillants avec notre activité. Tout le monde. Carrément. Super, merci beaucoup. Bah, du coup, Valentine, je te propose qu'on rentre dans le détail de cet outil, que tu puisses nous le présenter. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions, on répondra ensuite à toutes vos questions. Merci beaucoup à tous. Je repartage les slides. Est-ce que vous les voyez toujours bien? Super, en plein écran, ce serait mieux, mais on voit bien. C'est pas en plein écran là? Non. Excusez-moi les aléas du direct. Peut-être que ce n'est pas... Ah, c'est parce que ça n'a pas partagé la bonne fenêtre. Et là, c'est bon? Parfait. Ok, super. Merci beaucoup pour tout ça, pour le contexte. Je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir remettre les choses dans le bon sens et voir un petit peu dans quelle dynamique globale tout ça s'inscrit. Maintenant qu'on a posé tout ça, on vous propose en une quinzaine de minutes de vous présenter les grands points clés à avoir en tête pour savoir de quoi on parle. On aura ensuite une session d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Et la dernière minute pour les plus courageux sera consacrée du coup à regarder le référentiel plus en détail, pour regarder concrètement ce que vous pouvez utiliser. L'objectif étant de vous donner un outil que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui si c'est intéressant pour vous. Peut-être un autre élément de contexte. Je pense que ce qui est intéressant à relever, parce qu'on parle de mesures d'impact social, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est un champ méthodologique des outils qui permettent de mesurer le changement. Donc, c'est-à-dire quelque chose, un effet concret sur une partie prenante donnée. Donc, dans votre cas, ça peut être des porteurs de projets, mais ça peut être aussi les projets en tant que tels, ou bien des parties prenantes sur la société, le territoire, beaucoup les collectivités territoriales pour vous. Et donc, regardez comment on a des effets concrets sur eux, sur leurs besoins, et dans le long terme, là où en général, on suit plutôt nos indicateurs d'activité, typiquement le nombre d'incubés que j'ai, le nombre de
formations que je dispense, le nombre de coachings que je réalise, etc. Et donc souvent, en fait, on s'en limite à ça et on va pas aller regarder le changement concret, les effets concrets qu'on a sur les parties prenantes qu'on a mentionnées. Donc ça, c'est la mesure d'impact social. Il y a la question d'attribution dont Cédric parlait tout à l'heure, qui est donc ce concept qui permet de savoir combien de pourcents, entre guillemets, ou quelle est la partie du changement que j'observe que je peux attribuer à mes actions. Et donc ça, c'est un enjeu méthodologique qui peut être parfois un peu compliqué. Et donc, en fait, tout ça pris ensemble fait que la mesure d'impact social, quand elle est connue, elle peut être parfois un petit peu flippante, pour le dire avec ces mots. Et c'est vrai que c'est un champ et des outils qui sont pas évidents forcément à prendre en main. C'est donc pour ça qu'on a lancé ce projet Critérium il y a 2 ans. C'est pour vous donner des éléments qui ne seront pas suffisants en tant que tels, mais vous donner des éléments pour pouvoir demain commencer à mesurer votre impact social, vous, incubateurs et accélérateurs de l'ESS, qui faites autre chose que les incubateurs et accélérateurs classiques. C'était dans cet objectif-là qu'on voulait créer des choses qui soient vraiment faites pour vous. Donc on a créé ce référentiel-là en l'absence d'existants, parce qu'il existe des indicateurs, des listes disponibles pour les incubateurs, accélérateurs classiques, mais très tournés autour de la performance finalement, et même si c'est des éléments qui peuvent être intéressants pour vous, ce ne sont clairement pas les seuls, ou en tout cas vous avez des réalités qui sont bien différentes, et il faut pouvoir aller les évaluer et derrière les valoriser. Donc ça a été l'objectif de ce référentiel. Et donc concrètement, pour vous présenter ce qu'on retrouve dedans, c'est un document Excel, en l'occurrence aujourd'hui. Demain, ce sera une plateforme. Aujourd'hui, c'est un document Excel. Il faut prendre 2 cafés pour pouvoir bien se motiver à rentrer dedans, mais c'est très riche. Dans cet Excel, vous allez trouver 90 indicateurs que vous pouvez utiliser. Évidemment, tout le monde n'utilisera pas tout, et heureusement. L'objectif n'est pas de créer des usines à gaz, mais plutôt de se dire, et c'est ce que Cédric disait tout à l'heure, qu'est-ce que je peux aller piocher dans ce référentiel qui ressemble, qui parle un petit peu de mes activités, de l'effet que je veux produire. Et donc en fait, c'est pour vous en donner un maximum que cette liste est longue, 90 indicateurs, comme je le disais, qui permettent de mesurer l'impact sur 3 typologies de parties prenantes, donc les porteurs de projets, et même les anciens, donc ceux qui ont aussi quitté l'innovation sociale depuis, et c'est important aussi de voir quel rôle vous avez joué dans leur parcours. Donc les porteurs de projets, les projets en tant que tels, donc en tant que structure qui se développe et qui remplit ses objectifs, et la société et le territoire, qui sont bien évidemment le sens même de la mission des incubateurs et accélérateurs sociaux. Ces indicateurs, on ne vous les a pas fournis comme ça. Généralement, ils se traduisent par augmentation de, proportion de, diminution de. Donc ça, c'est des indicateurs chiffrés, comme on l'a dit. Mais on vous les a aussi traduits en questions. Souvent, quand on fait des mesures d'impact social, on passe par des questionnaires qu'on va aller distribuer à l'entrée des personnes dans le programme, à la sortie des personnes dans le programme et éventuellement quelques temps après pour aller voir l'effet dans le temps. Donc ces questions qu'on va poser, qui sont très souvent quasiment les mêmes à l'entrée et à la sortie et un peu après, ça permet justement de pouvoir voir une évolution. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est de pas faire une photographie sur un temps T, mais bien de regarder ce qui bouge dans le temps. Donc ces questions, avec les réponses bien évidemment, elles vous sont fournies pour chaque indicateur dans ce magnifique tableau Excel que vous pourrez trouver sur le site du CIS, et peut-être que quelqu'un, Léna ou Gaël, vous pouvez partager le lien dans le chat pendant que je parle. Sinon, je vous montrerai un très joli QR code que vous pourrez scanner et qui marchera aussi. Donc ce référentiel de Critérium, aujourd'hui, il est fait pour les incubateurs et accélérateurs de l'ESS, mais on l'a aussi pensé derrière dans une logique de plaidoyer, dans une logique de diffusion. Disons que ce référentiel, si demain les incubateurs accélérateurs classiques pouvaient aussi s'inspirer de ce que vous faites, qui est très orienté mission à impact, évidemment que le monde s'en porterait très bien. Donc pourquoi pas? Donc ce référentiel, il a pris naissance, il est né avec vous, mais il a volonté à aller beaucoup plus loin que ça.
On l'a dit tout à l'heure, c'est un référentiel qui n'est pas tombé du ciel. C'est un référentiel qui n'a pas été fait dans une tour d'ivoire. C'est un référentiel qui a été fait pendant 2 ans avec 6 incubateurs et accélérateurs de terrain. Et heureusement, parce que autrement, ce serait complètement déconnecté de la réalité. Donc, on l'a fait avec Intermed ici présent, Ronalpia qui se cache peut-être quelque part, Première Brique, les Écosolis qui nous ont rejoints en cours de route. On a eu aussi l'adresse Normandie, et j'oublie le dernier parce que ma mémoire me fait défaut, mais ça va me revenir. Si ça vous vient, n'hésitez pas. Bref, donc on a travaillé ensemble pendant 2 ans. D'abord en commençant, Cédric, vas-y. Entropie sec? Ah, c'est entre... Bah oui, trop bien, évidemment. Donc, on a travaillé pendant 2 ans. On a commencé par une revue littérature en se disant, bah tiens, il n'y a rien qui existe, allons-y. Et on a travaillé à l'identification des grandes dimensions d'impact qui sont faites par les incubateurs et accélérateurs de terrain auprès de ces trois parties prenantes-là, porteurs de projets et sociétés territoires. Et on a vraiment construit à partir de ces dimensions-là des indicateurs vraiment clés en main. Rapidement, la tête que ça a. Donc on vous l'a dit, c'est un Excel, on prend 2 cafés, on se met dedans, on se motive et on regarde ces 90 indicateurs qu'on choisit en fonction de ce qu'on fait. On vous montrera pendant la deuxième partie de la session un petit peu à quoi ça ressemble exactement. Mais rapidement, dans cet Excel, vous voyez, on a les grandes dimensions d'impact. Là, typiquement, on a le développement de l'esprit d'entrepreneuriat social qui était un élément clé. L'indicateur, ça va être l'augmentation de la part de porteurs de projets qui ont des objectifs clairs et réalisables. Donc là, on est vraiment, c'est l'un des indicateurs pour cette dimension. Vous voyez qu'on est vraiment sur des choses très concrètes. La difficulté de l'évaluation d'impact social, c'est justement de descendre de cette grande dimension d'impact pour aller vers des choses très très concrètes. Et donc là, ce qu'on essaie d'aller mesurer, c'est quel est le rôle de l'incubateur, l'accélérateur, dans le fait d'avoir défini des objectifs clairs et réalisables, et derrière, s'ils les ont, et ça c'est un indicateur d'après, s'ils les ont atteints. Et donc c'est là aussi ce que disait Cédric, c'est de voir quel est le rôle que vous avez joué là-dedans. Et donc vous voyez cet indicateur-là, il a été traduit dans cette question. J'ai des objectifs clairs et réalisables pour les 6 prochains mois. Vous le testez en T0, c'est-à-dire à l'entrée, en T1 à la sortie et en T2 éventuellement, donc ça peut être 6 mois après l'accompagnement. Et vous avez une version attributive, donc une version où vous liez directement le résultat analysé avec votre action. La quasi-totalité des questions sont proposées sous ce type, sachant que vous pouvez choisir la formule classique, la première ici qui est en blanc, ou la formule en rose. Si vous choisissez la formule en blanc, il faut que vous ayez quand même des questions d'attribution générale. Si vous choisissez la formule en rose, là, vous êtes sûr que le résultat que vous allez avoir va vous permettre de lier directement à votre action. Ça me permet de préciser aussi que vous avez un guide méthodologique qui accompagne ce référentiel pour pouvoir vous aider à rentrer dedans et vous expliquer quand même les grandes notions pour que vous rentriez pas tout nu dans ce grand référentiel. Donc, je l'ai dit, les questions, elles sont faites pour être administrées à différents moments. Donc, à T0 quand on rentre, à T1 quand on sort, et à T2, plus ou moins 6 mois, ça peut être plus, mais pas trop loin non plus, après la sortie, pour pouvoir évaluer l'impact dans le temps. Les questions, elles sont faites pour être posées aux porteurs de projet, pour évaluer sur les 3 parties prenantes. Donc typiquement, c'est facile quand on veut évaluer un impact sur un porteur de projet, pour un projet aussi, mais on peut se dire, bah tiens, ça paraît un peu loin quand même pour les sociétés et pour les territoires. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au porteur de projet s'il s'est inscrit dans un écosystème ESS, s'il a développé des partenariats stratégiques avec les collectivités territoriales, s'il a répondu et identifié les besoins sociaux du territoire avant de se lancer dans son projet. Et donc c'est là le lien qu'on va faire avec cette partie prenante qui paraît loin, pour pouvoir vous permettre de poser les questions à eux, ce qui vous permet d'avoir qu'une seule collecte auprès d'un seul acteur, et tout en touchant 3 parties prenantes. En revanche, nous vous avons proposé, et ça a été une suggestion d'Intermed d'ailleurs, on a proposé quand même une quinzaine de questions et d'indicateurs pour les collectivités territoriales si vous souhaitez aller leur demander quel a été l'effet pour eux d'après eux. Donc ça, c'est aussi fourni dans le référentiel. Je l'ai dit, il y a 90 indicateurs dans lesquels vous pouvez piocher. Généralement, par structure, on est plutôt aux alentours de 5 indicateurs maximum. Donc c'est à vous de choisir en fonction de vos activités.
ce qui a le plus de sens pour vous. Mais évidemment, on vous a quand même essayé, enfin, on a quand même essayé de vous faciliter la tâche. Et donc, on a identifié des indicateurs dits transverses qui ont été sélectionnés avec les 6 incubateurs et accélérateurs de terrain pour vous faciliter la tâche et vous dire, OK, quels sont les 15 indicateurs qui ont été jugés clés par les gens qui font ce métier tous les jours. Donc, vous les aurez bien évidemment dans le référentiel. Typiquement, on retrouve les effets de l'incubateur sur la santé mentale, qui ont été un point clé qui a été relevé pendant le projet. On retrouve aussi des indicateurs clés sur le fait d'avoir identifié les besoins sociaux du territoire avant de se lancer dans son projet. Donc, on retrouve une quinzaine d'indicateurs comme ça et vous pouvez rentrer dedans si nécessaire. Pour finir, et je serai dans les temps, pour trouver ce magnifique référentiel, vous pouvez aller sur le site du CIS. Donc, vous tapez sur Google ESSEC référentiel ou CIS référentiel, vous allez trouver. Sinon, vous scannez ce petit QR code en haut à l'écran. Ou bien peut-être que Léna ou Gaëlle auront repartagé une nouvelle fois le lien. Ça sera utile. Et vous trouverez donc sur cette page le référentiel Critérium qui est ici. Cette petite boîte à outils très 2010 qui vous mènera vers ce référentiel en lecture seule, avec donc le guide méthodologique qui vous accompagne. Je précise que l'ESSEC a fait un MOOC sur l'évaluation d'impact social. Peut-être que Gaël ou Jérôme, vous pouvez le partager dans le chat. Donc un MOOC sur l'évaluation d'impact social, si vous voulez aller plus loin dans la méthodologie. Et je laisserai Cédric d'ailleurs parler d'une formation qu'on vous propose aussi si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail. Et une plateforme, du coup, sera bientôt disponible en 2026 pour pouvoir vous aider à rentrer plus facilement dans ce référentiel. Donc aujourd'hui, c'est un Excel, comme on l'a dit, pour autant relativement bien structuré pour qu'il soit facile à utiliser. Néanmoins, demain, vous aurez donc une plateforme qui vous permettra de sélectionner les questions plus facilement en fonction des grandes dimensions qui vous intéressent. Et ça me permet d'ouvrir vers les questions-réponses. Alors, il n'y en a pas pour le moment dans le chat, mais on s'est dit qu'on allait vous lancer juste un petit sondage pour voir où vous en êtes sur l'évaluation d'impact. Euh, Waouh, ça marche hyper bien. Je vous propose tous de répondre et puis comme ça nous donnera déjà une première vision de qui en est où sur son évaluation d'impact. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que tout le monde a répondu? Gaëlle, c'est toi qui as les résultats, j'imagine? Tout à fait. J'ai 35 réponses. Vous me dites quand vous voulez qu'on arrête. Ça ne bouge plus, donc je pense que tout le monde a répondu. Allez, super. Quels sont les résultats du coup? Et ben, je crois que je peux vous les partager. Waouh. Ouais, ok. Donc ça confirme bien, en tout cas, qu'il y a 30% des gens qui sont là. Donc ça n'a aucun... Valentine, je parle sous ton contrôle, mais évidemment, c'est pas du tout un échantillon représentatif. On ne peut pas en faire une grande tendance nationale. 30% des personnes qui sont présentes à ce webinaire qui n'ont pas aujourd'hui mis en place d'une démarche d'évaluation d'impact dans leur structure et 46% qui en ont une mais qui aimeraient bien l'améliorer et 23%, ça c'est génial, qui en ont mis une, qui en sont satisfaits. Euh, donc c'est top. Est-ce que vous avez des questions plus précises sur le référentiel, sur l'évaluation d'impact de manière générale? Euh, Il y a une question technique qui nous vient du CCO de Villeurbanne. Dans le cas où une structure est accompagnée par plusieurs acteurs, comment faites-vous pour savoir ce qui est attribuable à votre structure? Excellente question. Oui, très bonne question, effectivement. La question de l'attribution, donc c'est la question qui est en creux, c'est toujours une question qui est compliquée. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a soit des questions d'attribution générale qu'on va venir raccrocher à la fin du questionnaire, et notamment une question de type avez-vous été accompagné par un autre acteur durant la même période? Et éventuellement aller creuser en demandant quel est cet acteur-là, et s'il y a besoin derrière refaire, enfin faire éventuellement appeler la personne et essayer d'en apprendre un petit peu plus. Donc ça, c'est une première option. Et l'autre option, c'est d'avoir pour chaque question, ou en tout cas les questions vraiment clés qui sont importantes pour vous,
une question qui est plutôt tournée de type attributive en disant, diriez-vous que l'accompagnement, par exemple, vous a permis de clarifier le lien entre vos valeurs et votre projet, par exemple. Et donc là, typiquement, si la personne répond bah non, pas vraiment, vous savez que même si elle a clarifié ces éléments-là, bah, c'est pas attribuable à vous. Super. Merci beaucoup, Valentine. Du coup, ce que je te propose, Valentine, c'est peut-être de rentrer dans la démo de l'outil. Donc là, on rentre dans la partie bonus, prise en main très concrète de l'outil avec présentation des différents indicateurs pour ceux qui le souhaitent. Et pour les Bah, autres, je vous souhaite une très bonne journée. merci à tous. En tout cas, ceux qui veulent rester rapidement, et peut-être même juste avant, Léna, avant qu'on rentre dans la démo, est-ce que Cédric parlerait pas de la formation maintenant, avant que tout le monde parte? Donc, il y en a une partie qui parte. Et super idée, Cédric. Oui, donc l'idée effectivement, c'est qu'à la suite de ces travaux de constitution de ce référentiel, on puisse proposer un temps de formation à toutes celles et ceux qui souhaitent s'en emparer et le mettre en place dans leur structure. Comme on l'a dit, c'est un outil que chacun va pouvoir s'approprier en décidant de l'envergure qu'il lui donne au sein de son organisation. Donc on va proposer des temps qui permettront de tester, d'avoir une réflexion sur l'utilité et l'importance d'intégrer ce type d'outils, sur les modalités qu'on a l'habitude de mettre en œuvre chez Intermed dans notre dispositif de partage et transfert de savoir-faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces temps soient inter-structures et donc ça vous permettra aussi de voir comment les autres s'en emparent et d'avoir des échanges sur le sujet. Euh, Ça s'adresse principalement aux responsables de programmes d'accompagnement ou aux dirigeants de structures d'accompagnement. L'idée, c'est que c'est quelque chose de structurant pour l'organisation, donc il faut un niveau euh, de pouvoir ou de maîtrise sur la façon dont l'organisation va déployer ses parcours d'accompagnement, puisque le référentiel et sa mise en œuvre va impacter dessus. Euh, C'est aussi une bonne façon de s'intéresser à la mesure d'impact et d'envisager ensuite la, comment dire, la transmission aux entrepreneurs et aux projets qu'on accompagne du sujet. C'est des formations qui se dérouleront sur 1 à 2 jours. Ça va avoir lieu au printemps. Je parle sous couvert de Laurine Vaudet qui est avec nous. Euh, pour les modalités précises, vous pouvez de toute façon revenir vers nous pour toute question sur le sujet. L'idée, c'est qu'en tout cas, on alterne un temps de présentiel. On aime bien faire ça en présentiel avec des modules par la suite, comment dire, des temps d'atterrissage et d'ancrage qui seront, eux, en distanciel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des temps de transmission en présentiel et ensuite un suivi qui vous permet quelques mois ou quelques semaines après avoir mis en œuvre, mis en place l'outil chez vous, d'avoir un temps de recul dessus Peut-être Léna, et tu un peux nouvel juste mettre le échange. slide d'après, comme ça on avait un peu mis ce qu'était en train de dire Cédric, voilà, pour Ok, résumer. qui sera plus confortable avec l'image. Merci Laurie. Donc voilà, ça se passe sur 2 jours en présentiel à Marseille. Voilà, puisque nous sommes basés à Marseille. Et il y a un temps du coup en distanciel qui se fait par la suite. Est-ce qu'il y a des questions directes sur le sujet? Alors moi j'ai une question qui s'adresse à vous, mais pas directement sur le sujet. Ok. Je voulais savoir si cet outil pouvait être utilisé dans le cadre des fabriques à initiative. Est-ce que vous avez déjà essayé, enfin, comment est-ce que vous mesurez l'impact des fabriques à initiative justement? Alors, gros Oui. sujet. Ah, vas-y, Cédric. Mais alors, le volet territoire de la mesure d'impact de Critérium peut inspirer les fabricants initiatives, je le dirais comme ça. Mhm. Parce que ça reste un impact intermédiaire qu'on mesure à travers Critérium, intermédié par des projets portés par des entrepreneurs. Euh,
Et dans la fabrique à initiative, on n'est pas toujours dans cette configuration-là. Ou alors ce serait à utiliser peut-être a posteriori, avec un peu plus de temps de recul qu'au moment où la fabrique à initiative intervient. Euh, mais les biais d'appropriation ne sont pas les mêmes. Concrètement, ça peut inspirer, ça peut aider une fabrique à initiative à concevoir sa mesure d'impact, mais Critérium n'est pas spécifiquement dédié. C'est une Ok, extension qu'on pourrait travailler peut-être. très bien, merci beaucoup. Peut-être si je peux juste compléter, côté avis, je sais que sur le plan d'action 2026, sur l'animation du réseau, il y a un sujet justement de comment est-ce qu'on travaille sur ce sujet-là, l'évaluation des fabriques à initiative. Donc, c'est Nadège Serrero chez nous qui s'en occupe et Morgane. Voilà, si jamais il y a besoin des contacts, tu me dis. Parfait, merci beaucoup. Bah, super. Donc, il y a une suite potentielle déjà de critériums sur l'évaluation des fabriques. C'est top. Sylvie, je crois que tu voulais aussi réagir. Oui, merci de me laisser la parole. C'est pour répondre aussi sur ce sujet. Nous, on est en pleine mesure d'impact social sur la fabrique, justement. Et il y a plusieurs fabriques qui l'ont fait déjà. Et moi, j'ai pu m'inspirer du travail du Filon ou du générateur Bourgogne-Franche-Comté ou d'autres. Et nous, on suit une formation proposée par France Active. Alors, Alsace, pour le moment, ça va aller en Lorraine. Je crois qu'il y a d'autres régions en France qui ont prototypé aussi cette formation et elle a vocation à se développer au niveau national. Et elle est assez bien faite parce qu'elle part vraiment enfin, de chaque structure, c'est très personnalisé, quoi. C'est vraiment la première question, c'est pourquoi vous voulez faire cette mesure d'impact, en fait. C'est quelle vocation ça a. Et après, le process, ça reste un petit peu le même. Enfin, je suis arrivée en retard, j'ai pas eu tout le début, mais j'imagine qu'elle a la même réflexion. Mais du coup, ça peut être assez complémentaire. Et du coup, merci d'avoir développé ça pour l'incubateur. Ou bien, je crois qu'il y a juste Pauline dans le chat qui précise que c'est France Active Occitanie. Ce qui est bien, c'est qu'on a des représentants de chaque territoire dans cette réunion, donc tout le monde peut remettre les points aux bons endroits. Super, on va vous mettre le lien dans le chat aussi pour que vous puissiez vous inscrire si vous êtes intéressé par cette formation qui sera proposée demain par Internet sur la prise en main. Et puis, moi, je me dis que si demain la Vise a envie de monter un petit groupe de travail avec ceux qui sont intéressés par l'évaluation d'impact, on n'en avait pas du tout parlé avant Louise, mais s'il y a des intéressés aussi pour continuer à cheminer collectivement, c'est évidemment des sujets qui demandent d'y réfléchir à plusieurs parce qu'ils sont complexes et qu'on gagne beaucoup à en parler entre nous. Euh, Super pour cette présentation. Du coup, Valentine, on a pris 2 cafés et on est prêt à plonger avec toi dans ce merveilleux Excel. Je précise, il y avait une erreur dans la slide. La formation donc en présentiel est bien au printemps 2026, quand il fera beau à Marseille. Et le distanciel est en hiver 2026, quand on veut rester chez soi. Donc c'est bien deux parties de la formation, 2 jours en présentiel et une demi-journée en distanciel pour faire le point 6 mois après. Je me plonge dans la démo. Je vais vous présenter quelques slides et les dimensions clés avec des exemples de questions. Et si on a le temps, je vous montrerai la tête de l'Excel. Mais encore une fois, le lien est dans le chat si vous voulez l'ouvrir en même temps pour l'avoir sous les yeux. Première partie prenante qui bénéficie du coup de questions et d'indicateurs dans le référentiel, c'est les porteurs de projets. C'est assez classique et normal, c'est votre première partie prenante, c'est vos bénéficiaires directs. Donc c'est ceux sur lesquels vous voulez avoir un impact directement. Donc on a identifié plusieurs dimensions avec les incubateurs et accélérateurs qui ont travaillé avec nous. Le premier, c'est le développement de l'esprit entrepreneurial. Pourquoi? Parce que quelque part, l'idée, c'est de pouvoir les aider à être plus résilients et à pouvoir mener à bien leur mission malgré toutes les difficultés qu'on connaît. Avec une première sous-dimension qui est celle du pragmatisme. On l'a vu tout à l'heure avec cet exemple de question
sur le fait d'avoir des objectifs clairs et réalisables qui puissent être faits et atteints par le porteur de projet, mais aussi le développement de sa vision, donc pour voir à quel point est-ce qu'il s'est projeté ou elle s'est projetée dans l'impact qu'il ou elle souhaite avoir. La deuxième dimension, c'est la question du développement des liens, et ça c'est assez classique. Tout incubateur, accélérateur social souhaite créer une sorte de réseau d'entraide autour de ces promos. Donc on a un premier indicateur question qui est autour de l'appartenance à la communauté ESS, où là l'idée c'est de pouvoir à la fois se sentir connecté aux personnes qui sont dans le programme, mais aussi en dehors, voir s'il n'y a pas des liens qui se font en dehors du réseau direct. L'accès à des partenaires expertise ou information. Là aussi, ce qui est clé, au-delà de se sentir connecté, qui reste encore un petit peu macro, on l'a quand même proposé au cas où ça soit quelque chose qui vous parle, mais on s'est demandé concrètement qu'est-ce que ça apportait aux personnes. Et l'un des éléments clés qui pouvait apparaître, c'était le fait d'avoir accès à des informations clés de type financement ou partenaires intéressants, à des expertises ou à des conseils auxquels vous n'auriez pas eu accès si vous n'aviez pas fait partie de ce programme d'accompagnement. Vous voyez, dans tous les indicateurs, on essaye d'être très concret et d'aller descendre sur le terrain et sur vraiment ce que ça a comme impact sur les personnes. Évidemment, la dimension montée de compétences, là-dedans, je ne vais pas dans le détail, c'est assez classique, on vous les a remis. Donc les compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être. Dans le savoir-être, par exemple, il y a le développement de la posture partenariale qui peut être intéressant à identifier. Et puis l'un des grands sujets qu'on a travaillé avec les incubateurs et accélérateurs de terrain, c'est les sujets autour de la santé mentale qui sont vraiment clés dans vos actions. D'abord, la question de bien-être au travail, donc se sentir à l'aise dans ses missions, se sentir à l'aise dans ce qu'on fait, et avoir un bon équilibre vie pro, vie privée. La question de la gestion des tâches, donc là, c'est des questions en lien avec le surménage. Le sentiment d'être soutenu, donc le sentiment d'isolement pouvant être assez fort chez les entrepreneurs, il se retrouve ici. Et puis les enjeux de tension professionnelle, où là, on a notamment un enjeu de désalignement ou pas entre ses valeurs et les compromis qu'on doit faire pour son projet, qu'on doit faire parfois. Et donc voir à quel point est-ce que l'entrepreneur ou pas se sent dans cette situation de tension professionnelle et si oui ou non l'accélérateur, incubateur leur a permis de pouvoir se sentir mieux là-dessus. Toutes ces questions, elles sont valables aussi pour les personnes qui sont sorties de l'entrepreneuriat. Donc typiquement, si vous voulez faire une analyse d'impact aujourd'hui et que vous voulez regarder toutes vos anciennes promos d'incubé, il n'y a pas de raison, sauf si c'était il y a 10 ans, hein, et dans ce cas-là, ça devient un peu trop loin, mais il n'y a pas de raison de pas essayer de voir, même s'ils sont sortis de l'entrepreneuriat, quel a été l'impact de votre programme sur toutes ces dimensions qu'on vient de citer. Mais on a quand même rajouté deux dimensions supplémentaires pour ces personnes qui sont sorties de l'entrepreneuriat social, et c'est notamment les enjeux de prise de conscience. Parfois, il y a des questions ou des prises de décision qui sont difficiles à prendre pendant le programme d'accompagnement ou juste après. Et on sait à quel point des échanges avec les accompagnateurs peuvent être clés dans le fait justement de réaliser que finalement la vie d'entrepreneur n'est peut-être pas faite pour soi, qu'en fait on a peut-être vu trop gros, ou bien c'est souvent des bébés qui portent, donc à quel point est-ce que ils se sentent OK avec le fait d'abandonner ce bébé et de passer à autre chose. Et donc la deuxième dimension, c'est la projection dans le futur. À quel point est-ce que vous les avez aidés ou pas, si c'est quelque chose que vous faites, encore une fois, faut que ça soit aligné avec vos activités. Mais à quel point est-ce que vous les avez aidés ou pas à construire le reste ou à minima de les avoir aidés à se projeter dans le futur. Des exemples de questions ici. Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante. Les échanges avec les membres de la communauté m'ont permis de trouver des solutions concrètes pour faire évoluer mon projet. Donc là, on est sur la dimension accès à des conseils, accès à une expertise. Indiquez si la situation suivante vous concerne. J'ai le sentiment que les demandes de mes futurs ou potentiels partenaires seront parfois contradictoires avec mes valeurs ou la mission de mon projet. Là, typiquement, on est à une question de type entrée dans le programme. Et donc, vous regardez si à la fin du programme, on a une évolution ou pas là-dessus. Pour chacune des dimensions ci-dessous, diriez-vous que l'accompagnement a participé à, et on leur demande de -3 à 3, l'augmentation ou pas de la confiance en soi, de la connaissance de soi, de son projet, la gestion du stress, l'épuisement professionnel, le sentiment d'isolement, etc. Là, il y a une quinzaine de dimensions en lien avec la santé mentale qui sont proposées ici. Et dernier exemple de question, vous êtes-vous senti soutenu par l'accompagnateur dans les moments difficiles que vous avez pu traverser depuis le lancement ou développement de votre projet?
N'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. Sinon, je continue pour vous présenter les quelques dimensions pour mesurer l'impact sur les projets. Donc là, on est sur les structures en tant que telles et non plus les personnes. Évidemment, autour de la structuration du projet, on a des choses qui sont assez classiques autour du modèle économique et juridique et du développement du projet. On a aussi une dimension sur la reconnaissance par les élus ou pas, étant donné que c'est des missions d'intérêt général qui sont souvent ancrées sur le territoire et en lien avec les élus. Donc à quel point est-ce que l'accompagnateur a permis de se connecter aux élus. L'un des enjeux clés aussi qui est remonté dans ce travail qui a été fait avec les accompagnateurs de terrain, c'est aussi l'infusion des valeurs de l'ESS au sein même de la structure du projet. Ça, même chose, hein, c'est des choses que vous pouvez choisir ou pas, mais certains d'entre vous auront peut-être à cœur de diffuser ou plutôt essayer de motiver au passage du statut ESS si ça a du sens pour les structures, ou bien de pouvoir proposer d'adopter un mode de rétribution en lucrativité limitée, qui est aussi un grand principe de l'ESS. Même chose, des exemples de questions ici. Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante. J'ai une bonne compréhension des attentes de mes partenaires et/ou de mes prospects. Donc là, à quel point est-ce qu'ils se sentent à l'aise vis-à-vis de ce qui va se passer pour leur développement de leur projet. On est bien en lien avec des questions de développement. Complétez la phrase. Grâce au réseau de l'accompagnateur, j'ai signé, et la personne doit remplir, partenariat opérationnel pour mon projet. Donc là, c'est voir à quel point est-ce que vous les avez connectés avec des partenaires qui peuvent les aider à se structurer. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Le modèle économique et social ou environnemental de mon projet devrait me permettre d'atteindre mes objectifs d'impact. Donc là, c'est voir à quel point est-ce que le modèle y répond à leur mission et donc voir si vous les avez aidés là-dessus. Même chose encore, hein, pour toutes les questions, on est sur une variation entre à l'entrée et à la sortie. Autre exemple de question, comment vous placeriez-vous sur une échelle de -3 à +3? -3, mon projet est actuellement très dépendant d'une seule source de revenus. Ou +3, mon projet est actuellement financé de façon relativement bien répartie entre plusieurs sources de revenus. Même chose, si la diversification de portefeuille de financement est importante pour vous, c'est une question que vous pouvez poser. Et puis, dernier exemple de question, au moins 50% des bénéfices sont réinvestis dans la masse salariale, le maintien ou le développement de mon activité. Là, on est sur la lucrativité limitée. Je passe ensuite aux dimensions d'impact sur la société et le territoire. Donc là, il y en a beaucoup plus. On a pas mal travaillé là-dessus. Le premier enjeu, la première dimension, c'est la réponse aux besoins non ou mal couverts par d'autres acteurs. Donc à quel point est-ce qu'il y a des manquements et il y a besoin d'avoir l'intervention d'un acteur. D'abord, il y a le sujet de la mission sociale et du diagnostic des besoins du territoire. Donc là, même chose, si c'est quelque chose que vous poussez auprès et notamment si vous êtes dans des phases early stage, entre guillemets, donc au début de la structuration des projets, vous pouvez voir si vous avez accompagné vos porteurs de projets à mieux distinguer les besoins spécifiques du territoire. Donc, par exemple, en allant parler à des personnes, à des collectivités ou à d'autres acteurs sur le secteur qui est intéressant pour vous, en tout cas pour le porteur. Et donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas ce diagnostic au début et ils l'ont à la fin? Ça, forcément, ça se traduit dans une mission sociale qui est souvent un exercice pas évident pour les structures et que souvent vous proposez de réaliser, soit sous la forme d'une phrase pitch, soit sous une forme plus structurée de cadrage finalement d'impact. Encore une fois, ça dépend de vos activités. Mais donc, est-ce que la structure a une mission sociale? Est-ce qu'elle a identifié le besoin sur lequel elle veut intervenir et comment? D'autres enjeux sur les besoins non ou mal couverts au sein d'un territoire donné, et encore une fois, ça peut être la société, hein, il y a des indicateurs qui sont propres à un territoire donné et d'autres qui sont plus larges. C'est l'emploi locaux de personnes vulnérables. Ça peut être un enjeu qui est poussé par vous ou pas. Si ça l'est, ça peut être intéressant de mesurer s'il y a un avant-après autour de ça. L'indicateur classique, qui est d'ailleurs souvent le seul qui est demandé aux porteurs de projet, c'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Vous voyez que c'est un parmi beaucoup. C'est évidemment pas la seule manière de pouvoir juger de l'impact qu'a un porteur de projet sur un territoire et du rôle qu'un incubateur peut avoir eu dessus. Néanmoins, il est quand même intéressant, donc on vous l'a posé ici.
La deuxième dimension, c'est la question de l'ancrage territorial dans un réseau d'acteurs. Donc ça, on est plutôt dans des enjeux d'impact systémique. On en parle beaucoup, c'est un mot à la mode, mais qui veut dire beaucoup. L'impact systémique, concrètement, c'est juste d'arrêter de penser au niveau de ces petites frontières, entre guillemets, ou au niveau de la structure simplement, entre guillemets, de son projet, mais d'aller regarder plus globalement comment est-ce qu'on s'insère dans une chaîne de valeur globale. Donc comment est-ce que finalement, et c'est le deuxième point, je suis complémentaire ou pas avec les autres acteurs. Et que finalement, l'impact que je souhaite avoir, qui est celui, par exemple, de révolutionner la société sur un enjeu donné, et ben en fait, je ne suis qu'une chaîne, entre guillemets, ou qu'un maillon d'une chaîne beaucoup plus importante. Et j'ai compris que j'étais un maillon de cette chaîne et je sais quel est l'impact que je peux avoir, en particulier sur cette dimension-là. Donc, il y a un enjeu de complémentarité avec les autres acteurs que vous pouvez pousser. Et si vous le faites, vous pouvez l'évaluer à travers des questions qui sont proposées ici. Pour pouvoir identifier sa complémentarité avec les autres acteurs, il faut pouvoir bien ou mieux connaître les acteurs locaux, et c'est assez logique. Toujours dans cette question d'ancrage territorial, on propose des questions aussi autour de l'économie collaborative, donc à quel point est-ce que si c'est quelque chose que vous poussez, encore une fois, les porteurs de projets on fait de l'économie collaborative avec les autres, donc typiquement on cherchait à penser les usages de leurs locaux autrement, en intégrant d'autres acteurs, pourquoi pas les usages de leurs ressources, y compris technologiques, dans un objectif de transition durable et donc de moindre consommation d'énergie. La dissémination d'expertise et d'expérience, ça aussi, c'est pour essayer de casser les logiques de compétition qui sont pas du tout au cœur de l'ESS. Et donc, à quel point est-ce que vous les avez poussés à plutôt essayer de partager et de faire en sorte qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent se développer, pourquoi pas dans d'autres territoires, si c'est quelque chose que vous poussez. Autre dimension, c'est l'impact du porteur sur les acteurs économiques et sociaux qui sont existants. Donc, au-delà de disséminer de l'expertise, c'est d'avoir éventuellement poussé d'autres acteurs à changer de pratique, pourquoi pas. Par exemple, en allant travailler avec les collectivités territoriales et en les poussant à adopter une solution qui est plus respectueuse de l'environnement ou de la société. Euh, je m'arrête pas sur le deuxième, c'est quasiment la même chose. Et est-ce que, même chose, si c'est quelque chose que vous poussez à prendre en compte, est-ce que le porteur de projet, la porteuse de projet, s'est questionné sur les effets de bord éventuels que son projet pourrait avoir? Je donne un exemple, typiquement un projet qui cherche à soutenir les personnes travaillant dans le soin et qui ne s'interroge pas sur l'inégalité persistante femmes-hommes dans ces métiers-là, risquerait de entretenir une inégalité systémique. Donc, a-t-elle pensé à ce type d'effet de bord et avez-vous cherché à lui faire penser à ce type d'effet de bord? Vous pouvez l'évaluer ici. Je ne m'arrête pas sur la stratégie de développement, c'est en gros la connexion à des partenaires du territoire ou pas. Est-ce que le porteur, la porteuse de projet a travaillé à améliorer globalement, ou en tout cas à améliorer des grandes dimensions de citoyenneté? Même chose, on est sur des enjeux larges, on essaie de les faire atterrir concrètement. Et bah, concrètement, comment un porteur de projet peut aider là-dessus? Bah, potentiellement, c'est d'avoir diffusé ou en tout cas peut-être poussé des personnes qui n'étaient pas bénévoles à devenir bénévoles chez eux. Ça peut être intéressant. Les enjeux de gouvernance partagée, vous les connaissez par cœur, je ne m'arrête pas dessus. Et puis bien évidemment, parce que c'est notre paroisse et parce qu'on y croit beaucoup, il y a des questions autour de l'évaluation d'impact. Si c'est quelque chose que vous poussez, vous avez des questions là-dessus pour savoir si les personnes avant, après ont adopté des indicateurs et pilotent par l'impact par la suite. 10 exemples de questions. Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante. La mission sociale de mon projet est claire, il y a un besoin manifeste et je sais comment y répondre. Même chose, on voit avant, après. Indiquez si la situation suivante vous concerne. Je coopère avec d'autres initiatives pour agir plus efficacement sur les enjeux du territoire. On mesure avant, après. Désolé pour le chat. L'année dernière, combien de personnes pouvant connaître des discriminations votre projet a-t-il touché directement? Personnes en situation de handicap, race aidée, femmes, personnes LGBTQIA+, etc. Ma structure participe à une ou des démarches d'économie collaborative, mutualisation des biens, d'espaces, outils. Indiquez si la situation suivante vous concerne. J'ai sondé les besoins spécifiques du territoire auprès des acteurs socio-économiques pour construire, conforter ou faire évoluer mon projet. Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation. Mon projet induit des changements de pratique chez d'autres acteurs économiques ou sociaux en amont ou en aval de mon intervention. Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation ci-dessous. Mon projet risque de gêner d'autres acteurs cherchant à répondre aux mêmes besoins.
Puis pour terminer, on vous le disait tout à l'heure, des questions, des indicateurs qui ont été pensés pour interroger directement les collectivités territoriales si d'aventure vous souhaitiez le faire. Un petit nota bene quand même, ces questions ayant été rajoutées à la fin du projet, elles n'ont pas pu être testées par les incubateurs accélérateurs de terrain, alors que ça a été le cas pour une grande partie d'entre eux sur les autres parties prenantes. Première dimension, investissement dans la filière ESS, avec le fait de dynamiser et de s'engager auprès des initiatives de l'ESS de son territoire. Encore une fois, on interroge les collectivités. Dynamisation de l'écosystème ESS, est-ce qu'on a créé des réseaux, des partenariats, est-ce qu'on voit un lien avec l'incubateur? Et la connaissance du secteur qui aurait peut-être été autour d'un besoin clé, hein, aurait été amené grâce à un incubateur accélérateur. Ça, c'est quelque chose qui a été partagé par beaucoup d'entre vous. C'est qu'en réalité, une partie de votre job, c'est aussi d'appeler les collectivités et leur dire, on a plein de gens qui bossent sur ce problème, voilà le sujet clé, faites-en quelque chose. Et donc, c'est dommage de pas aller le regarder. Des exemples de questions. Diriez-vous que l'accompagnateur a joué un rôle déterminant dans cette décision de financement de projet de l'ESS? Donc, et avant, on leur a demandé s'il y en avait eu. Avez-vous constaté une augmentation récente du nombre de partenariats entre certaines des parties prenantes suivantes, collectivités, associations? Et la question corollaire, diriez-vous que le réseau de l'accompagnateur a joué un rôle déterminant dans la signature de ces partenariats? Et dernière possibilité, ou exemple de question plutôt, diriez-vous que l'accompagnateur a eu une influence sur les politiques publiques que vous menez? Si oui, comment? Par des actions de plaidoyer, par la connaissance d'un enjeu social donné, par la connaissance des réponses entrepreneuriales possibles, là on est sur la question du connaissance des secteurs, par la mise en relation avec des experts, par l'organisation d'événements de sensibilisation à certaines thématiques ou autres. J'arrive à la fin de cette démo qui s'est voulue courte. On voulait en revanche pouvoir vous montrer un maximum de dimensions et des exemples de questions que vous retrouverez dans leur totalité dans le référentiel Critérium et sur le lien qu'on vous a déjà partagé. Et je rends la main à qui voudra la prendre. Super, merci beaucoup Valentine. Merci de nous avoir prévenu qu'il fallait 2 cafés pour tous ceux qui ont ouvert le fichier Excel, mais j'ai vu qu'il y avait plein de personnages anonymes sur le Google Doc partagé, donc c'est top. Moi, je suis particulièrement impressionnée par le travail qui a été fait sur toute la partie que tu viens d'exprimer sur l'impact sur le territoire et sur la société. Je trouve que c'est vraiment des choses qu'on a du mal à rendre tangibles, à évaluer, à mesurer. Et donc, c'est vraiment hyper précieux ce travail. Et je me disais, encore une fois, en t'écoutant, qu'en fait, c'est aussi travailler vraiment l'invisible de nos métiers d'accompagnateur, que vous arrivez à rendre visible avec ces 90 indicateurs. Évidemment, redire que c'est impossible, je pense, de mettre en place ces 90 indicateurs, mais que déjà, savoir lesquels on choisit, c'est déjà avoir une orientation sur sa stratégie et ce qu'on a envie d'évaluer, et donc là où on a envie de mettre de l'énergie. Je peux dire un petit Euh, mot et rebondir sur ce que tu viens de dire, Léna, parce que je pense que c'est Avec effectivement plaisir. très important. Encore une fois, surtout ne prenez pas les 90 indicateurs. Vous allez y passer votre journée, toutes vos ressources, et vous ne pourrez pas piloter. L'enjeu, c'est plutôt, et ce référentiel ne permet pas d'en faire l'économie, l'enjeu, c'est plutôt de bien avoir une étape au départ où vous allez travailler avec vos équipes, réfléchir à quelles sont les dimensions d'impact clés que vous pensez avoir. Et là-dessus, je vous propose de vous référer au guide méthodologique ou de venir à la formation dont parlait Cédric tout à l'heure. Euh, Car ça vous permettra derrière de pouvoir vous dire, OK, voilà les dimensions clés, et derrière, vous allez piocher dans le référentiel si vous voulez des choses qui sont déjà construites. Mais pas plus de 5 à 6 indicateurs par incubateur. Sinon, c'est compliqué. Maximum 10 si vous avez vraiment du temps. Génial, merci beaucoup de remettre cet objectif de 5. Il y a une question de France Tiers-Lieu sur est-ce qu'on peut utiliser ce référentiel et ces indicateurs pour des dispositifs d'accompagnement ponctuels sans lieu? J'aurais tendance à dire que oui, bien évidemment. Euh, En plus, tous ces accompagnateurs qui sont là aujourd'hui autour de la table n'ont pas forcément de lieu physique pour accompagner les projets. Et le cœur de l'accompagnement, il est vraiment sur de l'accompagnement humain, plus que sur l'hébergement dans un lieu. Mais du coup, Jérôme,
on a profité pour expliquer que ce référentiel pouvait aussi être utile, on le pense, demain à des accompagnateurs qui ne sont pas ESS et qui ont envie de se poser des questions sur leur impact et sur leur utilité sociale, mais également à des financeurs, et notamment on pense à des fondations qui pourraient demain utiliser certains de ces indicateurs aussi pour évaluer leur impact auprès des porteurs de projets qu'ils soutiennent, plutôt là avec du financement plutôt qu'avec un soutien extra-financier, comme on dit dans notre jargon chez nous. Il y a beaucoup de remerciements. Il y a une question sur est-ce que vous conseillez de faire des points en physique avec chaque porteur ou plutôt de les laisser remplir et de faire un débriefing ensuite? Donc peut-être Valentine, mais peut-être Cédric aussi, un retour d'usage. Peut-être vous pouvez avoir les deux retours à la fois macro et usage, entre guillemets. Oui, je laisserai Cédric compléter. Généralement, quand on fait des évaluations d'impact, on procède de deux manières complémentaires. D'abord, on fait des entretiens avec 5, 7, 8 porteurs de projets pour arriver, une fois qu'on a fait son étape de cadrage dont je parlais juste avant, pour arriver à comprendre concrètement comment est-ce que vous les aidez à avancer ou non sur telle problématique. Et ensuite, de manière complémentaire, et si c'est possible, sinon on en reste à la première phase, on procède plutôt par questionnaires qui sont envoyés généralement, sauf si public plus précaires ou ayant des difficultés numériques. Généralement, on leur renvoie ce questionnaire pour qu'ils les remplissent eux-mêmes, sachant que c'est des questions fermées, contrairement aux entretiens où là, on est sur de l'ouvert et du détaillé. Et l'enjeu est de pouvoir, parce qu'on a sélectionné 5 indicateurs ou 8 indicateurs clés, de pouvoir à chaque promo envoyer ces questionnaires avant, après, éventuellement quelques mois plus tard. Et ça, c'est l'enjeu de pilotage, c'est-à-dire pas faire une photographie à un instant, mais vraiment tous les ans, voir comment les changements d'activité influent votre impact. Et sur ça, effectivement, c'est la phase qualitative qui permet peut-être justement les entretiens, ça permet de choisir justement sur quels indicateurs on va travailler, et ensuite une phase quantitative. Après, sur le débriefing, la phase quantitative, en tout cas nous, chez Entretien, on la pratique plutôt de manière anonyme, c'est-à-dire, faut aussi laisser la liberté de parole aux parties prenantes. Donc, on ne peut pas forcément débriefer toutes les réponses de l'enquête quantitative. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut faire attention à ce que si c'est fait en physique ou en direct, que ça devienne pas un lieu d'argumentation. Enfin, l'idée, c'est plus de recueillir l'information et de laisser la plus grande liberté possible dans les réponses. Ça dépend quand même de la nature de la relation. Existe-t-il des trames d'entretien tips pour enclencher cette approche qualitative dès le départ ou de départ? Dans le guide méthodologique, vous trouvez quelques exemples de questions de guides d'entretien si vous souhaitez en réaliser un. C'est pour autant pas, enfin, c'est simplement des indications. Si vous souhaitez aller plus loin, dans ce cas-là, il faut réfléchir à votre méthodologie de manière globale pour pouvoir bien structurer cette approche-là. Mais en tout cas, vous avez des exemples dans le guide méthodologique. Et Super, merci après, Valentine. chaque indicateur, chaque question peut vous donner des idées d'entretien, de questions d'entretien. On a vraiment essayé de faire quelque chose un peu clé en main, enfin, comme ça a été construit par des acteurs de terrain. L'idée est vraiment de bien connaître les besoins et donc d'avoir les choses les plus faciles à mettre en place très concrètement parce qu'on sait que le temps est contraint. On sait aussi que souvent c'est du temps qui est pas vraiment financé et donc on le fait souvent sur fonds propres et donc on puisse gagner le plus de temps possible pour mettre en place cette évaluation d'impact. Il y a une dernière question sur est-ce qu'on a pu tester l'outil et quels ont été les retours? Et une question sur l'articulation dans la co-construction entre les incubateurs membres du KIF et l'ESSEC. Je ne sais pas si Pauline de Première Brique est toujours là, parce que je crois que Première Brique a testé l'outil et donc pourrait nous faire un retour. Mais je crois que Pauline avait dit au revoir. Donc, Je peux peut-être y aller sinon. Simplement, parce c'est vrai on l'a évoqué, mais on n'est pas allé dans le détail. C'est un projet de 2 ans qui a été co-construit avec les incubateurs, accélérateurs de terrain. Il y en a 6 qu'on a mentionné plus tôt. Et en fait, ils ont testé les questions. Donc les questions, elles ont été améliorées après l'utilisation.
En revanche, elles n'ont pas toutes été, puisqu'il y en avait beaucoup, elles n'ont pas toutes été testées, mais une grande partie d'entre elles l'ont été. Après, c'est un objet qui a vocation à évoluer, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. C'est un outil open source qui a aussi cette volonté-là. Et sur la question, quels ont été les retours, ça dépend. Enfin, nous, on a testé deux choses. Enfin, du coup, on a posé les questions et on a obtenu des réponses. Donc, ça nous a permis de faire une première évaluation, on va dire, en format test. Et après, on a testé notre capacité à poser les questions. Donc aussi, nous, dans l'équipe, qui envoie le questionnaire, à quel moment, est-ce que ça transite par la personne qui accompagne le projet, est-ce que c'est la structure? Donc on a testé ça aussi. Et là-dessus, on n'a pas forcément complètement atterri, parce qu'on a utilisé plusieurs méthodes. Mais du coup, enfin, je sais pas à quel type de retour la question s'adresse. Est-ce qu'on parle du retour des entrepreneurs ou est-ce qu'on parle du retour des membres de l'équipe dans la mise en place du questionnaire? Je pense plutôt le retour des équipes dans la mise en place du questionnaire, enfin, ce que tu viens d'évoquer. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un outil facile à appréhender avec 2 cafés? On va le rajouter dans le guide méthodologique, Valentine. Et est-ce qu'il existe des rapports d'évaluation disponibles déjà ou pas encore? J'ai l'impression que pas encore sur cette thématique-là, mais Valentine, je te laisse répondre. À ma connaissance, cet outil il sort du four, donc il n'a pas eu le temps d'être traduit en rapport d'impact. Ceci dit, Jérôme, Entropia a prévu peut-être de partager un rapport d'impact bientôt, peut-être aussi chez Intermade. Non, nous, on n'y est pas Opine. encore. Ça opine, ça opine. Ça Oui, sort, 2027. sorti maintenant. Ouais, je Dans ne les sais pas vacances. là-dessus, côté avis, pardon, si à côté du réseau national des incubateurs, il y en a peut-être qui ont déjà fait un premier travail d'évaluation, peut-être pas aussi abouti, j'en sais rien. Mais dans ce cas, il faut demander à Pauline, je mets l'adresse dans le chat, Sabine, si tu veux lui poser la question directement. Notamment, je crois qu'il y a les tags qui ont sorti Ouais, un rapport d'évaluation d'impact il n'y a pas longtemps qui est très bien fait. c'est pour Si ça. En jamais- gros, nous, chez nous, il y a Nadège sur les fabriques et Pauline sur les incubateurs qui, du coup, ont un peu plus cette vision-là et qu'elles pourront vous partager. Super, bah, en tout cas, ravi de ces échanges, de toutes ces questions nourries. Enfin, on sent que ça a créé des vraies questions opérationnelles chez vous, enfin, qu'on n'est pas juste dans les airs en train de penser à l'avenir de l'évaluation d'impact des accompagnateurs, mais qu'on est bien les mains dans le cambouis, donc c'est chouette. Si vous avez envie de poursuivre les discussions, bah, nous, on est à votre disposition. La vise aussi, je pense que ça fait partie des sujets qui sont au cœur de la communauté émergence, pardon, du Réseau national des incubateurs d'innovation sociale. Excuse-moi, Louise. Et puis, il y a aussi, bien sûr, du coup, la formation qui va être mise en place dès 2026. Formation, c'est plutôt dans le sens de créer votre propre grille d'évaluation d'impact, bien évidemment, pour votre incubateur. Et puis, une communauté qui va pouvoir cheminer ensemble par rapport à ces apprentissages et ces premières mises en place. Bref, merci beaucoup à tous d'être venus. On vous renvoie un mail avec évidemment le lien vers le replay et tous les outils qu'on a évoqués. Et à très bientôt. Très très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. Au journée. revoir. Beaucoup. Merci à tous, Merci. bonne journée.